L'invité de ce journal, nous recevons Antoine Tricot. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste documentariste et vous êtes l'auteur de cette enquête, un livre intitulé Cheville ouvrière, essai de journalisme critique en quartier populaire. Commençons, si vous le voulez bien, par cette actualité qui fait polémique en France. Est-ce que ce projet, cette proposition de loi sécurité globale vous inquiète et dans quelle mesure ? Vous savez, on m'a toujours appris au lycée, puis à l'université d'histoire, que toutes les lois sur la presse, quand elles étaient peu claires, étaient suspectes. Et cet article 24 est pour moi assez flou, dans le sens où pourquoi on empêche les policiers aujourd'hui d'être filmés par les journalistes, mais aussi par les citoyens, c'est pour préserver leur intégrité physique et psychique, c'est ce qui est dit dans la loi. Or, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, finalement, cette intégrité physique et psychique ? C'est là où je me pose la question, c'est peu clair, les interprétations peuvent être diverses, ça peut porter préjudice à un grand nombre de médias, des citoyens aussi qui diffusent ces images. Oui, parce qu'il y a déjà une loi qui pénalise le fait, par exemple, de prendre un visage de policier, de le diffuser sur les réseaux sociaux en appelant à la violence, par exemple, contre lui ou contre la profession. Ça, c'est déjà interdit. Bien sûr, et puis de toute façon, enfin, il me semble que dans notre pays, il est toujours interdit de porter préjudice à l'intégrité physique ou psychique de quelqu'un. Donc pourquoi les policiers seraient des citoyens pas comme les autres, un peu au-dessus, un peu à côté de la loi ? Pour moi, il faut quand même remettre cette question en perspective. Les policiers, au moment où ils revêtent leur uniforme de police, ne s'appartiennent plus. Ils sont des fonctionnaires de l'État, ils représentent l'État. Et si on empêche les citoyens et les journalistes d'avoir un contrôle sur un des corps les plus importants de l'État, celui qui est détenteur de la violence légitime, à ce moment-là, moi, oui, je me sens concerné et j'ai peur en tant que journaliste et citoyen de potentielles dérives. Alors la question du rapport entre les citoyens et leur police, il fait débat un peu partout en France métropolitaine. Vous invitez à repenser l'approche journalistique de l'enquête au sein même des quartiers qu'on dit populaires. D'abord, pourquoi avoir choisi Saint-Paul-sur-Mer ? C'est une commune de l'agglomération de Dunkerque. Alors c'est une commande avant tout. Je devais donc intervenir sur 2 quartiers populaires côte à côte, une cité cheminot de l'entre-deux-guerres, donc des petits pavillons avec des jardins dont certains étaient à l'abandon, et 2 résidences HLM de 900 logements qui s'appelle le quartier Guilmer-Jean-Bart. Et ces 2 projets étaient concernés par une rénovation urbaine, donc un projet national. Et on m'a demandé de suivre des projets artistiques et architecturaux sur ces quartiers qui ne se sont pas faits. Et je me suis retrouvé là pour finalement raconter ce quartier avant la rénovation urbaine. Et ça me paraît particulièrement important de se demander ce qu'il se passe dans un quartier populaire pendant une rénovation urbaine, car ces rénovations urbaines qui touchent énormément de quartiers populaires en France effacent une partie de l'histoire en effaçant une partie des bâtiments. Alors qu'est-ce que vous avez essayé de capter au fond auprès de ces citoyens ? Avant tout la parole des gens qui habitent là, des gens qui travaillent là. Et ma volonté était de sortir de l'image qu'on avait de ces quartiers populaires habituellement. On les voit dans les journaux télévisés la plupart du temps pour des faits divers, souvent sordides ou glauques. Et ce qui m'intéressait, c'était au contraire de m'intéresser à ce qui touche au plus les habitants, les gens, la vie en général, c'est la banalité du quotidien. C'est non pas l'événement, le fait divers, mais la banalité de ce qui s'y passe, les couches d'histoire des gens, pourquoi ils sont là, ce qu'ils vivent au quotidien. Les difficultés, mais aussi la vie, la solidarité également. Alors, il y a 200 jours pour jour, le 17 novembre 2018, éclatait en France le mouvement des Gilets jaunes, qui a surpris, disons-le, quasiment tout le monde, y compris les journalistes. D'abord, vous, cette enquête, elle a été réalisée avant. Est-ce que sur place, vous sentiez les ferments de l'émergence d'un tel mouvement ? Ce qui est sûr, c'est que la crise des Gilets jaunes a montré que les journalistes n'étaient pas forcément à l'écoute de ce qui se passait partout en France. On a une vision qui est en général en France assez centrée sur Paris, sur la périphérie parisienne aussi un peu. Pas à l'écoute ou déconnecté ? Je pense, bon, c'est un peu la même chose, mais je pense qu'ils ne sont pas à l'écoute. Je pense dans le sens où ils ne tendent pas l'oreille à ce qui s'y passe. Ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est que je suis resté de 2015 à 2017 et j'y suis revenu ensuite jusqu'à l'apparition du livre qui était en septembre 2020 à Saint-Paul-sur-Mer. C'est une longue enquête, ça ne se fait quasiment pas dans le journalisme. Et je n'avais pas de sujet a priori à part cette rénovation urbaine. Et ce qui permet de laisser émerger un certain nombre de sujets, des choses qui ne sont pas vues d'avance, pas comme dans un journal télévisé où on a une idée et on va aller sur le terrain pour essayer
essayer de la montrer, de la démontrer, plutôt que de laisser monter du terrain les sujets qui font sens dans la vie des gens. Et juste en quelques mots, désolé, mais vous dites au moment où sortait le livre, là, il y avait l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne en région parisienne, et vous dites, je vous cite, c'était frappant de voir comment ce que j'avais perçu du traitement médiatique des quartiers populaires d'une petite ville du Nord s'appliquait à cette commune de l'Est parisien dans le Val-de-Marne. Dans quelle mesure est-ce comparable ? C'est comparable parce que, pour moi, on peut traiter des sujets qui touchent les plus de 1600 quartiers populaires en France à partir d'un quartier de Saint-Paul-sur-Mer comme d'un quartier de région parisienne. Les deux ont leur singularité, les deux partagent certaines choses. Et décentrer notre regard, c'est justement aller chercher autre part qu'à Paris des réalités qui sont partout. Ce qui touche, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur la question d'une image stéréotypée des quartiers populaires en France, qui est un peu toujours la même pour une très grande diversité de réalités. On parle toujours des faits divers, on ne parle pas de la banalité du quotidien. Je ne parle pas en bien ou en mal, je parle juste en qu'est-ce qu'il s'y passe réellement. Merci beaucoup Antoine Tricot.